Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-débat, votre rendez-vous économique hebdomadaire sur Médéen TV qui s'intéresse à l'actualité économique du continent. Cette semaine, nous parlons de l'agriculture africaine et de son développement, et ce, à l'occasion de la 18e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, une 18e édition qui met l'accent sur la souveraineté alimentaire et la production animale. Au cours de cette émission, nous verrons justement comment évolue le secteur agricole en Afrique, ce qu'il pèse, mais aussi les défis liés à la production dans un contexte de changement climatique et aussi les défis liés à la transformation locale de ces produits. Nous parlerons aussi de ces initiatives censées soutenir le développement de cette agriculture africaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en duplex Mohamed El Fakir. Il est expert en agroalimentaire et en agriculture moderne. Il nous parle depuis la ville de Bouznika au Maroc. Bonjour et bienvenue à vous, Mohamed El Fakir. Bonjour. Notre second invité s'appelle Hervé Omva, CEO de Mulili Konsi Farm Produce Limited. Il nous parle depuis Lusaka, en Zambie. Bienvenue à vous, Hervé Omva. Merci et bonjour. Alors, tout d'abord, je commence avec Mohamed El Fakir. Je le disais, c'est la 18e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture qui se tient à Meknes. Quel est justement l'intérêt de ce type de salon pour l'agriculture au Maroc et pour les pays du continent de façon générale? Pour être direct, lorsqu'on parle de la production ou de la souveraineté ou de la sécurité alimentaire, la question d'aujourd'hui, en fait, dans le monde entier, pas dans l'Afrique seulement, c'est qu'on parle toujours de ressources, de compétences et de décisions. Eh bien, c'est le triangle qu'on va enfin développer un petit peu au cours de cette émission. Cette année, vu le contexte production animale que nous avions eu l'année dernière, cette année, c'était la production animale, mais surtout la transformation des systèmes alimentaires. Donc, le thème actuellement de cette année, c'était ça. Et c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de professionnels, c'est un lieu d'actualité, c'est un lieu de mise au point des R&D, des recherches et développement. C'est un lieu de découverte de tout ce qui est technologique, de tout ce qui est système nouveau. C'est un lieu de s'ouvrir sur le monde dans sa globalité. Évidemment, le SIAM regroupe toujours dans les alentours de 150 pays représentés et des productions mondiales de tout genre de filières. Et donc, c'est un site que j'invite déjà. Cette année, c'est s'étend sur 9 jours. Donc, j'invite déjà tout le monde à s'y rendre et prendre une idée. Et ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que l'agriculture, la souveraineté, la sécurité alimentaire, c'est pas une question de professionnels agricoles. C'est une question globale. Ça touche la personne qui travaille dans l'EI et ça touche la personne qui travaille dans le champ. Et ce qui est aussi anecdotique, c'est que la personne qui travaille dans l'EI, elle dépend de fermiers qui existent dans le champ. Sinon, elle va mourir de faim. En tout cas, c'est une belle introduction. Alors, on met le cap sur Lusaka. Hervé, vous connaissez bien le Maroc, vous connaissez très bien aussi le reste des pays du continent. Alors, sur la base des expériences, est-ce qu'on a ce genre d'événements équivalents à travers le continent et surtout la valeur ajoutée de ces événements similaires pour l'agriculture africaine? Mais déjà, merci pour l'honneur que vous me faites de participer une énième fois à votre émission. Et je tiens à féliciter le Royaume du Maroc pour la constance. Vous savez, la 18e édition du SIAM, quand on connaît le volume logistique, humain, sécuritaire, qu'impose une organisation comme le SIAM pour avoir participé à 4 éditions en tant qu'exposant,
au nom du Gabon, au Siam. Je pense que c'est l'un des plus grands événements de l'agriculture en Afrique, sinon le plus grand. Et je pense que l'Afrique devrait beaucoup s'inspirer, l'Afrique de manière générale, devrait beaucoup s'inspirer de l'exemple du Siam pour booster le secteur agricole, parce que la souveraineté alimentaire, c'est le talon d'Achille de nombreux pays africains. Moi, je suis de la zone CEMAC, et la zone CEMAC a tout intérêt à s'inspirer de ce qui se fait au Siam pour pouvoir booster son agriculture. En tout cas, c'est important. En tout cas, c'est important. On voit donc l'intérêt et l'importance donc de ce type d'événement. Justement, je vous propose d'aller au Siam. Le Siam, ça se passe au Maroc, à Meknes, mais avec une très forte participation africaine. Vous allez le voir. Suivons ensemble ce reportage. Sur les allées du Salon international de l'agriculture, les couleurs africaines s'affichent avec de plus en plus de présence. Des stands venus de plusieurs pays du continent mettent en avant des produits du terroir, reflet d'un savoir-faire local en pleine évolution. Épices, huiles essentielles, produits transformés, une diversité qui témoigne du potentiel agricole africain, encore largement sous-exploité, mais en quête de valorisation. J'expose ici chaque année, je suis installée à El Maarif, j'aime énormément le Maroc, je suis sénégalaise et j'expose ici les produits de mon pays, du miel, du beurre, de la noix de coco, de la moringa et de la papaye, ainsi que de la mangue. Pour ces exposants, la participation Siam représente bien plus qu'une simple vitrine. C'est une opportunité de nouer des partenariats, de conquérir de nouveaux marchés, mais aussi de promouvoir une autre image de l'agriculture africaine. Je participe au salon à travers l'association Afrique Agro-Export. Je suis la gérante de la société Les Richesses de Madagascar et on participe à ce salon et on est très content d'être là. Nous avons le produit, la vraie cannelle de Ceylan, et la vanille, bien sûr, de Madagascar. Voilà, merci. Car au-delà de la production, un défi majeur demeure, celui de la transformation locale. Longtemps exportée à l'état brut, de nombreuses ressources africaines cherchent aujourd'hui à gagner en valeur ajoutée. Je représente ici la Côte d'Ivoire, précisément l'espace boutique paysanne. Alors là, nous sommes venus depuis le premier jour du Siam avec du cacao, made in Côte d'Ivoire, et le cacao transformé en chocolat, en poudre, en beurre. Nous avons aussi apporté l'atchéké, qui est une denrée alimentaire made in Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi apporté du cajou sous toutes ses formes, le cajou enrobé au chocolat, bien évidemment, parce que nous avons le cacao. Et nous avons aussi apporté du beurre de karité, des gâteaux à la banane, quelques produits, parce que la boutique paysanne, c'est une maison de production qui fait la promotion des produits locaux ivoiriens. Alors là, ce que vous voyez juste derrière moi, c'est juste un échantillon de ce que nous avons. Une présence africaine en pleine affirmation qui traduit une volonté commune, mieux valoriser les richesses du continent et renforcer sa place dans les échanges agricoles mondiaux. On vient de le voir, donc une très forte participation africaine et une diversité justement des offres de produits agricoles en provenance du continent. Alors Mohamed El Fakir, on voit cette forte participation africaine au Siam, justement sur la base de la réussite des stratégies agricoles au Maroc comme le plan Maroc vert. Quel autre, disons, partage d'expérience, quel autre avantage ces délégations africaines du continent peuvent tirer du Siam? Voilà. Premièrement, le stand de la Côte d'Ivoire, je l'ai visité, je l'ai rencontré. Les femmes de coopérative, c'est des femmes très courageuses, ambitieuses, qui ont des objectifs un peu grands.
Et je suis maintenant au courant de leurs besoins en matière de voies de développement et d'amélioration de leur chaîne de production et un peu les chantiers sur lesquels ils vont travailler dans l'avenir. Évidemment, moi, je faisais à plusieurs reprises partie du grand forum Africa Agri-Forum qui réunit un peu plus de 25 pays africains et j'y ai participé à plusieurs reprises. Je connais un petit peu ce qui se passe en matière de vérité et de réalité sur le terrain. Et nous avons un grand chantier à travailler. Je ne parle pas, moi, en tant qu'agent de développement et expert, je ne parle jamais de problèmes, mais c'est plutôt des chantiers de développement. Et donc, l'Afrique est face actuellement à un grand chantier de développement, ce qui veut dire une grande opportunité de création de richesse et de prospérité des citoyens africains. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons besoin toujours de ressources et l'Afrique est très riche de ressources. Je parle là, je m'étonnerai parce que je parle du cœur. Nous avons une très grande ressource africaine. Nos ressources naturelles, elles sont là. Et nous avons le deuxième facteur que tout ce qui est pollution et émissions à effet de serre, le continent africain contribue à seulement 5% de la pollution mondiale. Ça veut dire que notre continent est propre. Et nous avons des ressources, nous avons actuellement un continent propre. Qu'est-ce qui nous manque réellement? Il nous manque deux choses. Il nous manque la compétence. On ne peut pas faire le développement d'amélioration, de production, de valorisation, de mettre en avant notre stratégie sans avoir des compétences à la hauteur. Et le troisième élément, c'est vraiment la décision. Et lorsque je dis décision, parce que moi je rencontre un petit peu partout les coopératives, que ce soit au Maroc, j'en ai formé des centaines, et nous sommes actuellement, alhamdoulilah, arrivés à un point où on maîtrise la production par des femmes, disons analphabètes sur le plan écriture et lecture, mais des professionnels de grade d'ingénieur et post-ingénieur en matière de maîtrise des moyens de production et de certification. Des femmes analphabètes qui produisent maintenant des produits certifiés avec des normes internationales et qui exportent un peu partout dans le monde. C'est exactement le cas comme les jolies femmes là-bas que j'ai rencontrées dans l'Orient d'Afrique et en particulier l'Orient de la Côte d'Ivoire, c'est que ils ont vraiment besoin de ça. Il faut être compétent pour transformer d'une façon efficace, avoir un packaging qui représente la qualité noble de produits à l'intérieur de l'emballage, un système d'étiquetage parlant, un système de communication, donc on est face à des compétences complémentaires et qui vont mettre en avant cette production d'une façon extraordinaire. Ça, c'est la compétence. C'est pas suffisant. Les ressources, c'est bon. La compétence, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Il faut la décision. Et la décision, ça ne se passe pas au niveau de la coopérative, oui. On reviendra justement sur cet aspect-là, en parlant des initiatives, justement. Alors, je m'en vais rejoindre Hervé Omva. Je disais tout de suite à Mohamed El Fakir, qu'est-ce que ces délégations africaines de quoi peuvent-elles s'inspirer du Maroc aujourd'hui? Mais ces délégations-là aussi viennent avec du savoir-faire. Que peuvent-elles apporter à l'expérience marocaine? Oui, vous savez, pour un Gabonais, moi je suis Gabonais, le Gabon et le Maroc, c'est une vieille relation, c'est une vieille amitié. Nous fréquentons beaucoup le Maroc et je pense que la magie, pour revenir au Siam, la magie du Siam, c'est le visiteur marocain qui voyage dans tous les stands, qui goûte tout ce que les autres pays proposent. Je donne notre exemple. Vous imaginez, quand on arrive au Siam, 3 jours après, nos stocks sont presque vides, nos stocks de produits sont presque vides parce que les personnes apprécient nos stocks, nos produits. Tout à l'heure, la dame ivoirienne, elle parlait de moringa. Elle parlait du beurre de karité. La sénégalaise parlait du beurre de karité. L'autre parlait de mangue. Nous, quand nous sommes venus au Siam, nous avons apporté l'huile de moabi. Nous avons apporté l'huile de palme. Nous avons apporté pas mal de produits locaux, mais nous trouvons que ces produits ont accès au marché marocain. Et là, nous pouvons apporter beaucoup au Maroc, mais maintenant, il faudrait que le Maroc
le marché marocain soit beaucoup plus flexible au niveau de la réception des produits locaux. Vous savez, en matière d'épices, l'Afrique centrale a beaucoup d'épices à proposer, sachant que nous valorisons beaucoup d'épices qui sortent des forêts qu'on ne trouve pas au Maroc. Donc, il y a beaucoup à proposer. C'est vraiment le Maroc et les autres pays d'Afrique, c'est mettre en place des échanges capables de valoriser au niveau du Maroc des produits locaux de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, mais également accéder à la technologie marocaine. Donc, proposer des produits en accédant de l'autre côté au savoir-faire et à la technologie marocaine. Justement, tous ces points sont discutés au niveau décisionnel par les gouvernements et les représentants des différents pays. D'ailleurs, ce SIAM a été l'occasion de parler des 10 ans d'une initiative africaine. Il s'agit de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine que l'on appelle l'initiative AAA. Elle avait été lancée en 2016 au Maroc, à Marrakech, à l'occasion de la COP22. 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, le point a été fait lors de ce SIAM 2026. Suivons ensemble ce reportage de nos équipes. 3 lettres pour une décennie d'impact dans le secteur agricole. L'initiative AAA, adaptation de l'agriculture africaine, a fait éclore les germes d'une agriculture résiliente, capable de transformer les défis environnementaux en opportunités de croissance. Cette 6e conférence ministérielle a permis de tracer des voies innovantes pour un financement plus équitable pour les agriculteurs. La AAA est vraiment une initiative extrêmement importante qui coalise et réunit les pays africains autour de la nécessaire adaptation de l'agriculture au changement climatique. Désormais, le continent parle d'une seule voix dans le domaine agricole. Cette initiative, qui a été baptisée au Maroc, a accompagné une trentaine de pays avec des programmes liant au développement économique et écologie, place maintenant à une nouvelle feuille de route pour préparer les 10 prochaines années. Nous sommes en train de travailler maintenant sur la vision 2036 pour renforcer, consolider les acquis et également les leçons apprises, mais également profiter et valoriser les nouvelles opportunités. Les opportunités en termes de financement. Vous savez, il y a 2 ans, la COP s'est donné un engagement de mobiliser 1300 milliards de dollars. Notre objectif est que la part de l'agriculture représente un montant beaucoup plus important. Cette 6e conférence ministérielle a été clôturée par l'adoption de la déclaration des ministres de l'Agriculture et des représentants des institutions internationales régionales. Il s'agit d'un consensus trouvé autour de 6 principaux engagements, dont la mise en œuvre effective du nouvel objectif chiffré collectif, en ligne de mire, une mobilisation accrue pour des financements climatiques. Renforcer donc la mobilisation pour des financements accrus. Alors, Mohamed El Fakir, 10 ans de AAA, alors c'est une expérience ou c'est une initiative que vous connaissez bien. Concrètement, qu'est-ce que vous avez observé en termes de réalisation sur le terrain? Personnellement, moi je peux appeler ça concept durabilité, qui est un concept en fait qui est très mal exprimé et expliqué pour tout le monde, pour les acteurs, je parle économique et les acteurs de production, producteurs dans tous les secteurs. C'est que maintenant on ne peut pas en fait parler du climat, de protection de l'environnement. Ça a été avant que les impacts soient présents. Maintenant, on vit le problème climatique. On parle plus de prévention. Donc on vit le problème climatique, on vit le problème environnemental, on vit le problème d'inondation dans un lieu et un problème de sécheresse dans notre lieu. Donc maintenant on gère, on est dans la situation de gestion d'un grand problème qui est là. Et donc la solution qu'il faut parler de plus global.
si vous permettez, on peut dire l'action à mener actuellement, c'est de parler en Afrique déjà, parce que nous avons la grande opportunité de disponibilité, comme je disais, de ressources. Et heureusement qu'actuellement, sur le plan décision, c'était le troisième point de mon triangle que j'ai annoncé de départ, le troisième point, c'était la décision, c'était la stratégie, c'était la politique, c'était les dirigeants. Et là aussi, il faut converger, il faut que les pays africains, tous, convergent vers les mêmes choses. Si on cherche la sécurité alimentaire, la disponibilité alimentaire, souveraineté alimentaire, c'est qu'on doit converger ensemble sur les mêmes actions. Si on parle, par exemple, de la santé humaine, eh bien, la santé humaine, elle part de la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est la santé animale. Santé animale, c'est la santé végétale. Donc, si on parle en fait d'une seule santé, et il ne faut pas séparer, si on traite un être humain et qu'on traite mal l'être animal, c'est que l'être humain tombera malade, quel que soit notre système de production. Et si nous avons un système de production agricole défaillant en matière de tout ce qui est production végétale, et qu'il y a des problèmes d'utilisation de pesticides, de produits graves, de produits dangereux interdits dans d'autres régions, eh bien, on aura aussi à faire tomber soit l'être humain, soit l'animal d'une façon directe ou indirecte. Donc, tout simplement, il faut penser une seule santé. Et donc, avoir la conscience de tout ça et converger les décisions vers tout le monde. Si vous voulez qu'on parle de chiffres, actuellement, 3 pays produisent 80% du soja et du maïs. Et 3 pays dans le monde entier. Seulement 5 races produisent 80% de viande bovine, et ce n'est pas en Afrique. Et 3 races restantes de bovins laitiers produisent 80% de lait. Donc, où est-ce qu'elles sont les autres races? Les autres races d'origine? Où est-ce qu'elles sont les autres espèces? Où est-ce qu'elles sont les autres cultures agricoles? Donc, pour parler durabilité et pour axer sur les 3 A que vous voulez dénoncer, en fait, il faut penser cette globalité-là. Il faut que tout le monde soit responsable devant cette réalité et penser à développer non seulement nos compétences et nos ressources, mais surtout converger la décision. Et c'est ce que devons en fait faire nos gouvernements pour qu'ils convergent vers la sécurité alimentaire. Autrement dit, les systèmes alimentaires, je peux dire qu'il faut investir dans les systèmes alimentaires comme infrastructure, pas comme action économique, pas comme projet économique. C'est bien d'encourager un producteur local, des coopératives, des citoyens, des agriculteurs. Je sais qu'au Maroc aussi, nous avons plus de 60% de la population qui travaille, actuellement c'est 40%, qui travaille dans le secteur agricole. Mais ça ne représente pas justement l'impact sur le PIB marocain. Et c'est aussi en Afrique. On peut trouver jusqu'à plus de 60% de la population africaine qui travaille dans le secteur agricole. Mais quel est son impact dans le PIB et dans l'économie nationale? Donc ça veut dire que l'agriculture, lorsqu'on voit ce déséquilibre en matière de chiffres, ça veut dire que l'agriculture, d'une part, c'est de la petite agriculture. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été au Sénégal, donc je connais un petit peu au Mali, je connais un petit peu la nature de l'agriculture et le chemin à parcourir. Et c'est un vrai chantier, en fait, à entamer avec courage et avec une bonne stratégie. Lorsque nous avons le triangle qui est installé, on aura sincèrement des résultats qui seront à la hauteur. En tout cas, c'est bien dit. Alors, Hervé, on a vu l'initiative AAA. Vous êtes basé en Zambie. Est-ce réellement, en tant qu'agriculteur, vous ressentez cet impact du changement climatique dans vos activités quotidiennes? Oui, l'impact du changement climatique, c'est déjà, il faut préciser que une grande partie de ma vie, j'ai travaillé dans le secteur de l'environnement, du développement durable. Le Gabon, comme vous le savez, c'est un pays qui met un accent particulier sur la préservation de notre environnement. D'ailleurs, il est difficile de faire de l'agriculture, notamment produire de la banane, du manioc au Gabon actuellement parce que nous avons une surpopulation d'éléphants. Nous avons une surpopulation des grands singes parce que ce sont des animaux qui sont intégralement protégés au Gabon. Vous voyez, par exemple, j'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Mohamed El Fekir et je me retrouve dans son approche quand il parle de globalité.
il y a des initiatives que les gouvernants mettent en place, mais qui n'arrivent pas aux petits producteurs. Je travaille, tout en vivant en Zambie, où je travaille avec beaucoup d'agriculteurs, je rencontre beaucoup de gens, parce qu'ici, l'agriculture, c'est une autre dimension par rapport à l'Afrique centrale d'où je viens. Je travaille avec des agriculteurs ici, et le changement climatique est évident en Zambie. Au Gabon, c'est pareil. Au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Tchad, au Burkina, au Sénégal, dans les pays où je vais, c'est évident. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les décideurs africains devraient adapter les outils par rapport au contexte et aux enjeux géostratégiques mondiaux actuels. L'initiative AAA, par exemple, j'en ai jamais entendu parler au Gabon. Je n'ai jamais entendu parler de cette initiative au Cameroun. Je n'ai jamais entendu parler de cette initiative en Guinée équatoriale ou au Tchad où je travaille. Vous voyez, ce sont des pays qui ont besoin de bénéficier de cette initiative. L'initiative AAA, je me suis documenté parce que je regarde un peu, je fais la veille sur tout ce qui est agricole. Vous savez, au Gabon, 99% des terres ne sont pas analysées. On ne connaît pas ce qu'il y a dans nos terres. En Guinée équatoriale, c'est pareil. Au Cameroun, c'est quasiment la même chose. Au Tchad, c'est pareil. L'eau, la gestion de l'eau, on ne connaît pas encore la gestion de l'eau. Il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que j'invite des pays phares comme le Maroc à prendre le lead. Si le Maroc aujourd'hui arrive à organiser 18 forums SIAM, c'est que le Maroc a le potentiel humain, technique, financier pour ouvrir un corridor qui permettra aux pays africains de s'embarquer dans cette dynamique-là. Et quand on regarde le plan Maroc vert, c'est un plan qui peut inspirer de nombreux pays africains. Donc, pour nous, nous pensons qu'il faut que le Maroc prenne le lead pour pouvoir amener les autres pays africains à penser globalité. En tout cas, ça a été discuté longuement au cours de cette conférence ministérielle pour les 10 ans de l'initiative AAA. Et puis justement, quand on parle d'initiative AAA, c'est parce que les changements climatiques sont là. Le manque d'eau surtout pose problème. Alors, on va aller dans un pays qui s'appelle le Niger et retrouver notre correspondant qui nous parle donc du poids du secteur agricole, mais aussi les nouvelles techniques pour mieux arroser l'agriculture dans un pays dominé par le désert et donc le climat sahélien. Allons au Niger. C'est un secteur clé de l'économie locale, à la fois pourvoyeur de richesses, mais aussi d'emplois. Ici au Niger, l'agriculture représente près de 40% du produit intérieur brut national et constitue la principale source de revenus pour plus de 80% de la population active. Le mil, le sorgho et le riz pour les besoins domestiques, ainsi que le souchet, l'oignon ou encore le poivron, principalement pour l'exportation. Le pays ne manque pas de variétés de cultures, mais reste soumis depuis plusieurs années à une instabilité de son rendement agricole. Une situation due en grande partie aux fréquentes sécheresses aggravées par les changements climatiques ainsi qu'à un manque d'accès à l'eau. Résultat des déficits de production observés entre 2000 et 2024 qui ont poussé le pays à recourir à des importations massives qui pèsent lourdement sur l'économie nationale. Mais désormais, c'est dans l'irrigation et l'adaptation climatique que les nouvelles autorités locales ont décidé de miser, avec notamment le lancement en 2025 du programme national de la grande irrigation. Son objectif, doubler les surfaces irriguées à travers le pays, avec pour cible une réduction de 50% des importations de riz, de blé et de maïs à l'horizon 2027.
Le programme prévoit ainsi la réhabilitation de 10 000 hectares d'aménagements hydro-agricoles existants et l'aménagement de 21 200 hectares supplémentaires, ce qui porterait les superficies irriguées à près de 40 000 hectares. Une orientation stratégique basée sur un renforcement de l'irrigation et qui devrait permettre au Niger de réduire sa dépendance à l'agriculture pluviale, particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. De quoi permettre également une augmentation de la production locale, contribuant ainsi à la baisse des prix, à la création d'emplois ruraux, mais aussi à la revitalisation des territoires. Si l'objectif immédiat des autorités locales reste l'autosuffisance alimentaire, la mise en œuvre de ce programme de grande irrigation pourrait à terme ouvrir une perspective plus ambitieuse, celle d'un Niger capable non seulement de nourrir ses 23 millions d'habitants, mais aussi d'exporter les produits de son agriculture. Selon un rapport publié par la FAO, le pays disposerait d'un potentiel en terres irrigables estimé à 5,7 millions d'hectares. Jean-Djibril William, à Niamey pour Médien TV. On vient donc de suivre ce point depuis le Niger où il a été question surtout de problèmes d'irrigation. Alors Mohamed El Fakir, depuis Bouznika, comment justement faire face à ces questions d'irrigation dans un contexte de sécheresse qui se multiplie? Parfait. La gestion de la ressource en eau, en fait, elle peut être atténuée dans le cadre de rareté par plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de faire appel aux technologies. Et dans les technologies, on a plusieurs. L'une que je recommande à développer aussi, ça est toujours en période d'essai, pilote, etc. Donc, c'est les technologies qui bloquent l'évaporation de l'eau dans sa totalité. Ça veut dire qu'on insère des racines artificielles, c'est des tubes qui donnent des petites quantités d'eau à l'échelle nano. Donc, ce sont des nanotubes, on appelle la nano-irrigation. Moi, j'en faisais partie des experts qui ont développé cette technologie au Maroc en essayant de faire plusieurs essais dans plusieurs agricultures au Souss-Massa et dans d'autres régions. Ça, c'est un. Mais pour faire appel à ce genre de technologie, et il y en a d'autres, il faut avoir des groupements. On ne peut pas installer des technologies dans des petites parcelles de 1 demi-hectare, 1 hectare, etc. Il faut des groupements de grandes surfaces, superficie agricole pour faire ces technologies. Et pour faire ça, il faut regrouper les agriculteurs. Et pour regrouper les agriculteurs dans de grands projets, il faut développer l'esprit coopératif. Moi, j'ai formé des dizaines, disons même un peu plus, de coopératives et de groupements de coopératives. Le premier obstacle qu'on trouve lorsqu'on débarque avec une très bonne stratégie, c'est qu'il y a l'esprit coopératif qui manque. Ça veut dire les personnes, ils ont la capacité de réussir seuls, mais ils n'ont pas la capacité de réussir ensemble. Et c'est le chantier qu'il faut qu'on développe. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, on va justement aller au Nigeria cette fois. Là-bas aussi, des défis se posent par rapport au développement de l'agriculture. Écoutons notre correspondant sur place, Gilbert Tamba. Le Nigeria, géant démographique de l'Afrique, possède l'un des plus vastes potentiels agricoles du continent. Des millions d'hectares de terres fertiles, un climat diversifié et une population jeune prête à travailler. Tous les ingrédients semblent réunis pour faire du pays une puissance agricole. Pourtant, la réalité est tout autre. Le Nigeria reste fortement dépendant des importations alimentaires. Riz, bleu, produits transformés. Une grande partie de ce que consomment les Nigérians vient de l'étranger. Une dépendance coûteuse qui fragilise la sécurité alimentaire du pays. Dans ce contexte, développer le secteur agricole paraît comme une priorité stratégique. Il ne s'agit pas seulement de nourrir la population, mais aussi de créer des millions d'emplois et réduire la dépendance au pétrole. La modernisation est au centre de cette transformation. Mécanisation des exploitations, utilisation des technologies numériques, accès facilité au financement, autant de leviers pour améliorer la productivité et attirer une nouvelle génération d'agriculteurs. Mais produire plus ne suffit pas. Le défi se situe aussi après la récolte. Aujourd'hui, une part importante des productions est perdue faute de stockage ou de transformation. Renforcer toute la chaîne de valeur de la ferme au marché permettrait non seulement de réduire ces pertes, mais aussi d'augmenter les revenus des agriculteurs. Investir dans l'agriculture au Nigeria
C'est donc bien plus qu'un enjeu rural. C'est un choix économique majeur, un moteur de croissance capable de stimuler l'industrialisation, de lutter contre la pauvreté et de repositionner le pays comme un leader agricole en Afrique. Merci Gilbert Tamba, notre correspondant. Et je retiens une chose en tout cas en ce qui me concerne, c'est le défi de la transformation locale de la production agricole. Justement, Hervé Omva, qu'en dites-vous par rapport à cela? Cela fait des années, des décennies qu'on en parle. Où est-ce qu'on en est et surtout, qu'est-ce qui bloque? Alors, je vais partager mon avis. Je pense que le premier ennemi de l'Afrique, c'est la faim. La faim. Le premier ennemi de l'Afrique, c'est la faim. Nous ne produisons pas suffisamment de nourriture pour nourrir la population africaine. Quand vous regardez le correspondant au Niger, au Nigeria, vous allez faire la même chose, le même commentaire. C'est pareil pour le Gabon. C'est pareil pour la Guinée équatoriale, le Cameroun et les autres. Je vais vous donner un exemple. Le Gabon, en mai 2025, le chef de l'État gabonais décide de l'arrêt des importations de poulet, de poulet congelé pour l'année 2027. C'est une décision lourde en matière de responsabilité. Mais c'est un défi. C'est un défi pour amener les Gabonais à s'investir dans le secteur agricole. Mais c'est aussi un appel aux investisseurs étrangers à s'intéresser au marché local. C'est pour ça que je parle de globalité, tout comme M. Mohamed. M. Mohamed parlait tout à l'heure des compétences. Vous savez, M. Omar, de manière générale, en Afrique centrale, ne pratique l'agriculture dans la psychologie des gens, ne s'investissaient dans l'agriculture que ceux qu'on estimait qu'ils avaient raté leur vie. Il faut former les nouvelles générations d'Africains. Il faut les former. Et je pense que certains pays africains, comme le Maroc, comme la Zambie, ont une expertise qui aujourd'hui peut être partagée avec d'autres pays africains. Il faut qu'on arrive à globaliser. Les changements climatiques ne concernent pas un pays. Les changements climatiques concernent toute l'Afrique. Aujourd'hui, si certains pays ne perçoivent pas l'impact des changements climatiques dans leur production, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ce changement climatique va être perçu. Alors, c'est maintenant qu'il faut mettre les mécanismes en place. La transformation impose de l'énergie. L'Afrique a un problème d'énergie. Et pourtant, nous avons le soleil. Donc, pour transformer, il faut le packaging. Mais en Afrique centrale, par exemple, on ne trouve pas de packaging. On ne trouve pas d'industrie de transformation. Mais cette industrie, on la retrouve dans d'autres pays. Pourquoi on n'arriverait pas à penser Afrique? Parce que si aujourd'hui nous ne le faisons pas, ceux qui arrivent à manger aujourd'hui et à nourrir les autres avec les excédents, mais demain ils vont subir les changements climatiques. Mais ils vont faire comment? Ce sont des décisions politiques courageuses. Par rapport à ma petite expérience, je suis en train de conduire avec un certain nombre de partenaires des formations au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale, mais nous nous appuyons sur des partenaires qui ont de l'expertise, comme au Maroc et comme en Zambie. Il faut qu'on s'ouvre entre nous, il faut qu'on abatte les frontières, il faut que la nourriture, qui pour moi est le premier ennemi de l'Afrique, doit être au centre des décisions de nos décideurs. Sinon, on n'arrivera pas.
Ah, en tout cas, c'est bien dit, hein. Vous parliez tout à l'heure de ces exemples, hein, de nos correspondants. Justement, je vous propose d'aller faire un dernier tour avec nos correspondants. Et cette fois, c'est au Mali. Mohamed Danyoko nous parle, nous fait l'état des lieux de l'agriculture au Mali. On y va. Au Mali, l'agriculture occupe une place de choix dans l'économie. Et pour s'en rendre compte, 70% de la population sont occupés par cette activité majeure. Aujourd'hui, il faut noter que cette activité, qui occupe plus de la moitié de la population, est tributaire des aléas climatiques, notamment de la pluviométrie. Et ces dernières années, la faible pluviométrie ou la surabondance des pluies ont eu des conséquences sur ce secteur et notamment ses acteurs. Et les produits qui sont en tout cas les plus concernés par l'agriculture au Mali, on a le coton qui est disposé à l'exportation et aussi les céréales que sont le mil, le sorgho et plusieurs autres produits. Et pour faire face aux aléas climatiques qui empêchent souvent d'atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Agriculture, l'État, en tout cas à travers la loi d'orientation agricole, fait en sorte de mécaniser l'agriculture, ce qui permet aux cultivateurs d'aller plus vite en sémant, en labourant et en récoltant aussi les produits à temps, puisque les pluviométries ne s'étendent plus sur de longues périodes comme dans le passé. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi surtout noter, c'est qu'au-delà de la mécanisation de l'agriculture à travers la loi d'orientation agricole et des fonds massifs qui sont apportés, l'État tente aussi de récupérer les terres dégradées car les effets du changement climatique et les effets en tout cas des populations ont des conséquences notamment sur le sol, que ce soit l'orpaillage, que ce soit plusieurs autres activités nuisent aujourd'hui au sol. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec la Banque mondiale qui a financé un projet à hauteur de plus de 90 milliards de francs CFA, l'État en tout cas met en œuvre le projet de restauration des terres dégradées. Il s'agit en tout cas de faire en sorte que les terres qui ont été dégradées, soit par l'érosion, soit par les effets du changement climatique ou par les effets des populations, que ces terres puissent être récupérées et que les populations puissent cultiver pour que l'agriculture puisse continuer à jouer son rôle moteur dans l'économie malienne. Aujourd'hui, à travers ce projet de restauration des terres dégradées, des masters sont même inaugurés, des masters qui forment des ingénieurs, des experts qui vont pouvoir mettre en œuvre, n'est-ce pas, les techniques, que ce soit endogènes ou exogènes, permettant de récupérer les terres et permettant aux populations de pouvoir produire, atteindre leurs objectifs et faire en sorte que l'agriculture qui a toujours été au cœur de l'économie malienne, qui a toujours été la locomotive, puisse continuer à jouer son rôle pour un Mali prospère économiquement et une agriculture plus rassurante et moteur de l'économie. Alors, Mohamed Danyoko, donc correspondant de Midi 1 à Bamako. Alors, il nous reste quelques minutes. Hein. Mohamed El Fakir, peut-être ce sera l'une de vos dernières interventions. Sur la base de tout ce qu'on vient de voir, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'agriculture africaine est vraiment sur la bonne voie pour relever ces défis liés au changement climatique, aux défis de la transformation, aux défis de la valeur ajoutée sur le plan économique? Pour être franc, ça n'est pas de la bonne voie. Il faut être ça a le mérite d'être franc. Ça n'est pas de la bonne voie. Nous avons un grand problème de rentabilité à l'hectare. Ça veut dire qu'on exploite très mal nos ressources et qu'on a un chantier de compétences et qu'il faut des décisions politiques courageuses qu'on vient d'annoncer aussi, de dire M. Hervé. Donc, c'est en fait, nous au Maroc, dans les années 70-80, nous étions exactement au niveau de la même position. Et ça, c'est ce que j'ai dit dernièrement à M. le ministre de l'Agriculture sénégalais, en parlant de transfert de technologie, de transfert de savoir, de l'expérience marocaine. Et j'ai dit tout simplement, on était au même niveau. Et maintenant, on maîtrise la production, on maîtrise la transformation et on optimise nos ressources. Et on est conscient que nous avons aussi au Maroc un grand chantier à faire. Ce qui est extraordinaire au Maroc, c'est que suite aux différentes visites de Sa Majesté dans les différents pays africains, nous sommes conscients que la collaboration entre nos frères africains, c'est win-win. On n'est pas pour exploiter leurs ressources, mais on est pour créer de la richesse sur place et la partager par la suite. Et donc, on ne sent prêts, les experts marocains, je les rencontre un peu partout, là où je vais dans les autres nos voisins africains, c'est qu'on est prêt à collaborer pour gagner ensemble, pas pour gagner seul. Et ça, c'est une conscience qu'il faut développer et qu'il faut comprendre tout simplement que c'est un chantier d'affaires.
c'est un chantier de gain, c'est un chantier de succès qu'on peut juste partager, faire confiance à nos ressources et à nous-mêmes pour arriver là où nous voulons, tant que nous sommes conscients de cette vérité. Et j'espère sincèrement la déconnexion entre les décideurs et les politiques, les politiciens, les décideurs, et la conscience que c'est à partir de la base qu'on peut aller directement vers la stratégie. J'étais étonné par le chiffre annoncé par monsieur le ministre ivoirien lors de la conférence de haut niveau au Siam le deuxième jour. C'était 12% des besoins alimentaires en Côte d'Ivoire ont été produits localement et 88% importés. Et c'est le cas pour le Nigeria. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, il faut vraiment avoir ce courage-là d'aller au bout de la chaîne, leur donner ce qu'il faut en matière de compétences. Les ressources, elles sont là, on les regarde sans savoir ce qu'il faut et voir la décision. Alors, Hervé, on vient d'écouter l'avis de Mohamed El Fakir. Vous, toujours dans ces perspectives, comment voyez-vous évoluer l'agriculture africaine? Moi, je m'inscrirais un peu dans la même voie que Mohamed, que M. Mohamed El Fakir, mais tout en invitant, vous savez, il est difficile quand on connaît une zone comme l'Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique centrale, il est difficile de dire que dans 10 ans, on aura atteint les résultats, les objectifs qu'on veut dans le secteur agricole. On a besoin de compétences, on a besoin de formation, on a besoin de mobilisation de fonds, de ressources. Et je pense que le Maroc pourrait servir de leader pour fédérer les décideurs africains à une initiative africaine propre pour développer le secteur agricole. Si cela n'est pas fait, on aura beaucoup de difficultés à atteindre nos objectifs, surtout à nourrir nos populations. Nous manquons de compétences, nous manquons de semences, nous manquons de tout ce qui nous permet de produire de manière compétitive, en quantité et en qualité suffisante pour nourrir les populations africaines. Et le Maroc pourrait servir de modèle capable d'impulser une dynamique qui pourrait nous amener à atteindre les objectifs à très court terme. En tout cas, c'est bien dit. Merci à vous, Hervé Omva, que vous nous parliez depuis donc la Zambie. Vous êtes, je le rappelle, le CEO de Milelonsi Farm Produce Limited, donc basé à Zambie. Merci également à Mohamed El Fakir, qui est donc expert en agroalimentaire et en agriculture moderne depuis Bouznika. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medientv.com. Bonne suite de programme sur Médien et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.